Le terme percolation décrit généralement le passage d'un liquide à travers un milieu poreux, par exemple l'eau entre des grains de café. Par analogie, la percolation optique consiste à piéger la lumière dans un réseau de billes transparentes en contact. Elle repose sur des lois simples, les lois de Snell-Descartes. Si la lumière arrive à une interface vert-R ou OR par exemple, avec un angle supérieur à l'angle critique, il y a réflexion totale interne et la lumière se retrouve piégée dans le milieu d'indice le plus important. Si le milieu utilisé a une forme sphérique ou cylindrique, la lumière décrit un cercle à l'intérieur de cette sphère. Ce cercle caractéristique de la percolation peut être observé expérimentalement dans des billes d'hydrogel de même indice que l'eau, grâce à un marqueur fluorescent, la fluorescéine. La percolation optique, qui paraît simple à comprendre, n'est en fait pas si évidente à mettre en œuvre, notamment à cause de la diffusion de la lumière entre les billes et les pertes lors des réflexions internes. La simulation, qui ressemblait à ça, ressemble expérimentalement plutôt à ça. Le cercle de percolation est encore visible mais très bruité. Il faut donc établir un protocole expérimental qui minimise le plus possible les pertes et les rayons parasites pour obtenir des mesures fiables et quantitatives. Pour cela, nous avons conçu un montage constitué d'un laser de longueur d'onde centrale 405 nanomètres, dont le faisceau, guidé par des miroirs, rentre dans le prisme qui le guide alors dans une plaque de verre, le menant dans un chemin de billes transparentes. Le faisceau ressort enfin par un second prisme, puis est focalisé par une lentille convergente, et son intensité est mesurée par un photorécepteur relié à un oscilloscope. Le but de notre expérience est de réaliser une percolation optique à 2 dimensions. La première étape est de piéger la lumière dans une bille transparente. On utilise pour cela 2 miroirs et un prisme qui nous permet de régler l'angle d'entrée du laser dans la bille. Cette bille est remplie de fluorescéine qui nous permet de visualiser le chemin du rayon lumineux à l'intérieur de celle-ci. On règle donc le laser de telle sorte à obtenir un cercle de percolation dans la bille. On commence ensuite à aligner les billes les unes à la suite des autres pour observer la propagation de la lumière de proche en proche. On se sert toujours d'une bille de fluorescéine afin de visualiser ou non le cercle de percolation en bout de chaîne. Ces chemins, de forme et de longueur différentes, sont les briques de base pour réaliser notre réseau à 2 dimensions. Il est donc nécessaire de les caractériser. On décide pour cela de récupérer la lumière au bout du chemin à l'aide d'un autre prisme et de l'envoyer sur un photodétecteur. En mesurant l'intensité lumineuse pour plusieurs longueurs de chemin, on peut prévoir ce qui se passe si on rajoute ou si on enlève une bille. On peut alors optimiser les conditions expérimentales telles que la position du détecteur, des prismes, des miroirs ou le type de bille utilisé pour avoir la meilleure transmission possible à travers le chemin. Pour réaliser notre réseau 2D, il nous faut encore réussir à activer plusieurs chemins simultanément et à créer des obstructions, empêchant le passage de la lumière. On règle le premier problème avec une lame de verre, placée après le prisme, pour envoyer la lumière sur toutes les billes en contact avec celle-ci. Pour les obstructions, on utilise simplement des billes opaques qui bloquent le passage de la lumière. Les billes étant difficiles à manipuler et présentant des contacts irréguliers, on utilise finalement des cylindres en métal ou en PDMS transparent. On parvient alors à mettre en œuvre une percolation optique dans un réseau à 2 dimensions avec un nombre aléatoire de cylindres transparents arbitrairement positionnés. Afin d'expliquer nos résultats expérimentaux et mieux comprendre les courbes que nous avions obtenues, nous avons confectionné un modèle théorique. Le modèle en question avait pour but de prédire l'intensité lumineuse récupérée en sortie d'un chemin unidimensionnel de n cylindres transparents en contact. Celui-ci devait prendre en compte un certain nombre de paramètres expérimentaux. Tout d'abord, le nombre de cylindres présents dans le chemin. En effet, plus le nombre de cylindres augmente, moins l'intensité en sortie est grande. Le sens de parcours de la lumière dans les cylindres est également très important. Si la lumière tourne dans le mauvais sens dans le dernier cylindre, elle sortira du côté de la plaque qui n'est pas couvert par le prisme et ne sera pas recueillie par la caméra. On perd alors de l'intensité de sortie. Un troisième paramètre primordial est la diffusion de la lumière au contact soit de 2 cylindres entre eux, soit d'un cylindre avec une plaque de verre. Les contacts n'étant pas parfaits, une partie de la lumière incidente y est diffusée dans toutes les directions, et seule une faible proportion est à même de rentrer dans le cylindre suivant sous l'angle critique. Enfin, nous avons dû prendre en compte le fait que même les réflexions totales au sein des cylindres étaient source de pertes. Fort de tous ces paramètres, nous avons pu mettre au point un modèle permettant de prédire l'intensité de sortie et nous l'avons confronté à l'expérience. Finalement, les allures des courbes théoriques et expérimentales se révèlent assez proches, permettant d'envisager une étude quantitative. Au vu des valeurs cohérentes et assez logiques des paramètres ajustables, on peut en outre conclure que notre modèle est valide.